Destination les îles du Pacifique pour la 4e et dernière émission Livre ensemble de l'année. Comme promis, nous vous ferons voyager à travers des poèmes, des lectures ou encore des danses. Regardez ce qui vous attend. Tita leva les yeux au ciel. Le jeune Maui ne changerait décidément jamais. Il était toujours aussi vaniteux, mais elle devait quand même avouer qu'il était beaucoup moins pénible avec elle depuis son épopée dans la vallée de la Papineau. C'est la tribu qui m'a inspirée, parce qu'on habite près de la mer et près des falaises. C'est la maison aussi qui m'a inspirée, parce qu'on a des bonnets huides qui poussent à côté de la maison. Et aussi les histoires que ma grand-mère me racontait autour du feu dans la case. D'ailleurs, elle m'a raconté la version d'origine. Et moi, j'ai proposé une nouvelle version un peu plus moderne, on va dire. Je suis passionnée de lecture. Je mets en lien des livres que j'apprécie sur ma chaîne YouTube La Croisée des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aventure au travers de 2 auteurs, dont un, Mike Horn, est déjà venu en Nouvelle-Calédonie. Vous allez transpirer! Ça vous donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Alors sans plus attendre, découvrez la première rubrique de l'émission sur le thème du Pacifique, l'apostrophe. Des poèmes écrits par des enfants du Caillou. Noémie, Maë ou encore Giovanni, c'est à vous. Mon île. Je suis de l'espace, je vis sur la Terre, dans un petit coin du Pacifique, en Océanie. Sur mon petit caillou, on y trouve des cagous. Ami de la tortue qui nage avec son copain, le dauphin. Mais celui que j'aime le plus, c'est le margouillat qui chante la la la. Voilà pourquoi je l'aime, car il mange les moustiques pour ne pas qu'ils me piquent. Bienvenue sur mon île, bienvenue chez moi, dans mon petit coin de paradis, en Nouvelle-Calédonie. En Océanie, il y a des sourires et des enfants. Des rires rigolos qui s'accrochent au sapin, comme des colliers de fleurs. En Océanie, il y a des parfums et des mamans. Des enfants gentils qui jouent dans les vagues de l'océan. En Océanie, il y a de la musique et des papas. Des enfants heureux qui dansent dans les cases sous les cocotiers. Good shy, go feazila, go tamafu, fupuan, furalan, nyau twin yaut kumal, de faila, pitana, adjila, pitana, adjila. Labo est illustrateur. Il a dessiné les dessins de Tita, la petite tahitienne, un livre sorti lorsqu'il avait 21 ans aux éditions des Mers Australes, en collaboration avec l'auteur Ophélie Martin. 3 ans après, il a publié un autre livre, Tita et le voleur de couleurs. Il vous propose une lecture, Embarqué pour Tahiti. Tita leva les yeux au ciel. Le jeune Maui ne changerait décidément jamais. Il était toujours aussi vaniteux. Mais elle devait quand même avouer qu'il était beaucoup moins pénible avec elle depuis son épopée dans la vallée de la Papineau. Elle voyait parfois dans son regard une sorte de respect qui la troublait. Mais dès qu'elle parlait de son apprentissage de guérisseuse avec sa grand-mère Helani, ce respect se teinta alors de crainte et surtout d'incompréhension. Ça n'est pas de la magie, Témoé, essaya-t-elle d'expliquer pour la énième fois. Appelle ça comme tu voudras, mais les mixtures de Mama Luau ne m'ont jamais inspiré confiance, hein. Et encore moins maintenant que tu y mets aussi tes 2 mains gauches. Et sur cette nouvelle boutade, Tita sauta sur ses pieds, se campa devant son ami toujours allongé, et le poussa de toutes ses forces pour l'envoyer rouler jusqu'en bas de la colline. C'était un de leurs jeux préférés, mais malheureusement pour Témoé, Tita ne jouait pas avec lui. Un cri de surprise s'échappa de sa bouche alors qu'il roulait à vive allure dans l'herbe humide de rosée. « À tout à l'heure !» entendit-il au loin. La voix de Tita n'était déjà plus qu'un écho. Elle crut entendre un « Si je t'attrape !» Mais elle n'en était pas certaine.
De toute façon, Timoué ne parvenait jamais à l'attraper. Elle courait bien trop vite. Et c'est d'ailleurs en courant qu'elle alla enfin chercher les hayas. La récolte fut bonne? Excellente, mais un peu moins après que j'en ai mangé la moitié. Ta logique ne cesse de m'impressionner, Tita, répondit ironiquement Hélani en récupérant ce qui restait des hayas. Mais ne suis-je pas ta meilleure élève? La meilleure, la seule aussi. C'est peut-être pour ça. Vivant sur les terres en retrait des falaises, les habitants de Nato tuaient tous ceux qui s'aventuraient chez eux et en particulier les membres de leur tribu rivale. Impitoyables, ils avaient accaparé toutes les terres, ne laissant aucun espace cultivable à leurs voisins ennemis. Voici un extrait du livre Kirinata et Doka, écrit par Isaruala et illustré par Nico, comme on l'appelle, un livre des éditions De Bas en Haut. De quoi ça parle? Avec Anissa, on a décidé de la soumettre au feu croisé de nos questions. Déjà, le prénom de l'héroïne, j'ai voulu mettre le nom de ma tribu, Kirinata, qui se trouve à Lifo. Et Doka, j'ai donné un nom comme ça, je voulais un nom... parce qu'ici, tout le monde se connaît, alors j'ai pas envie de mettre un nom d'un garçon qui existe et tout. Alors j'ai inventé ce nom, Doka. Non, parce que dedans, en fait, il y a deux tribus, la tribu de la terre et la tribu de la mer, qui sont ennemis depuis la nuit des temps. Et ils savent même pas pourquoi ils savent plus pourquoi ils sont ennemis. Je me sens mer et terre aussi, donc au final, l'idée c'était que les deux tribus se réconcilient et qu'ils peuvent être les deux. Et pas l'un c'est la terre et l'autre c'est la mer, non, ils peuvent être les deux. C'est vrai que j'adore écrire pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes. Les adultes, c'est plus compliqué. Et je suis en train d'écrire un manuscrit pour vraiment adultes. Et c'est plus compliqué, quoi. C'est la tribu qui m'a inspirée, parce qu'on habite près de la mer et près des falaises. C'est la maison aussi qui m'a inspirée, parce qu'on a des bonnets huîtres qui poussent à côté de la maison. Et aussi les histoires que ma grand-mère me racontait autour du feu dans la case. D'ailleurs, elle m'a raconté la version d'origine. Et moi, j'ai proposé une nouvelle version un peu plus moderne, on va dire. C'est ça, c'est une plante qui m'intrigue. Je n'ai pas d'explication, je n'ai pas cherché au niveau scientifique pourquoi elles sont que la nuit et pas le jour. Donc moi je me suis dit, bon, comme moi j'aime la littérature, je vais inventer une histoire pour expliquer pourquoi elles parfument uniquement la nuit. Je n'ai pas eu le temps, j'avais ce compte déjà depuis 2011. Et justement, grâce au silo l'an dernier, j'ai vu ce qu'Oriane elle a fait, les éditions De Bas en Haut. Je me suis dit peut-être que ça pourrait l'intéresser, que ça rentrerait dans sa ligne éditoriale, et je lui ai proposé et ça a marché, elle a accepté tout de suite, elle a aimé l'histoire. Je trouve qu'il a quand même réussi à sortir pour ce silo-là, en sachant qu'il y avait le Covid-19 et tout, qu'il y avait plein de paramètres à prendre en compte, et surtout qu'il était imprimé en Chine. Donc ça, c'est Oriane qui a pu gérer à temps, et puis avec Nico aussi qui a pu faire rapidement les dessins. Et on s'est vu une fois sur les premiers dessins, et après pendant le confinement on a travaillé plus par visioconférence. Nico, ça s'est vraiment bien passé. En tout cas, quand Oriane elle a proposé Nico, je me suis dit ben ça serait intéressant, j'aime bien ce qu'il fait, et puis ça serait intéressant pour moi de voir ce que ça va donner, parce que ça va forcément sortir de son cadre naturel, enfin de ce qu'il a l'habitude de faire. Et moi aussi, c'est une première pour moi, parce que je vais voir des images sur mon texte, et c'est peut-être pas forcément mon imaginaire et tout, donc c'était un défi pour nous tous.
Il y a un message de paix, de réconciliation et c'est ça que je trouve vraiment important dans ce conte-là. Et que les lecteurs ont tendance à oublier qu'il y a quand même cette fin-là. C'est vrai que l'histoire d'amour, elle n'y est plus, mais ils ont laissé quelque chose. En novembre se tient habituellement le salon Lire en Polynésie à Tahiti. Cette année, c'est la 20e édition, une édition particulière à cause de la Covid-19. Le salon sera entièrement numérique et connecté. En plus de ça, c'est aussi les 30 ans des éditions Au Vent des Îles. J'ai voulu m'entretenir avec Christian Robert, qui est le responsable de la maison d'édition Au Vent des Îles, mais aussi du salon Lire en Polynésie. On regarde. Iorana, Christian, comme on dirait à Tahiti, merci en tout cas de répondre à nos questions pour l'émission Livre Ensemble. Alors, Lire en Polynésie, le salon fête ses 20 ans. Pour ceux qui ne vivent pas à Tahiti ou encore qui n'y sont jamais allés, comment vous pourriez décrire cet événement littéraire ? C'est un salon qui est associatif, créé par donc l'association des éditeurs de Tahiti, qui regroupe 9 éditeurs. Et après, on fait comme tous les salons, c'est-à-dire qu'on essaye de produire des animations qui intéressent le public, évidemment on met en avant les nouveautés de toutes les maisons d'édition, qu'on a des invités, habituellement de nombreux invités de la Nouvelle-Calédonie. Cette année, il n'y en aura pas, pour des raisons que l'on connaît, qui s'appellent le Covid. Il y a du reste une information qui vient de tomber, puisque avec le Covid et la forte progression des cas en Polynésie, le salon n'aura pas lieu en présentiel, mais uniquement en numérique. Mais on espère tenir un beau salon quand même. Tout sera effectivement sur Facebook, puisqu'on évite les contacts. En général, on a un thème. En l'occurrence, celui de cette année pour Lire en Polynésie, c'était les 20 ans du salon, puisque c'est la 20e fois qu'on fait ce salon. À chaque salon, vous présentez un spectacle qui allie danse tahitienne, théâtre, art, littérature. Pinainei, qui est juste sublime parce qu'on a eu la chance avec Anissa de pouvoir assister à ce spectacle. En quoi c'est important de s'ouvrir aux autres formes d'expression ? Est-ce qu'on va faire le spectacle ? Je ne sais pas. Il devait avoir une première représentation en fin de mois, mais je pense qu'ils ne pourront pas la faire non plus. Donc tout naturellement, lorsque le groupe Litera Maui et en particulier Moana Ura nous ont proposé de mettre un plus autour de ces textes, c'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, y associer une représentation théâtrale, musicale, dansée. Nous, on a dit oui tout de suite, et il y a eu un succès instantané. Le premier, les gens hésitaient un petit peu, et depuis, la problématique, c'est de trouver des places. Alors, Lire en Polynésie fête ses 20 ans, mais l'édition Au Vent des Îles fête ses 30 ans cette année. Christian, qu'est-ce que ça représente pour vous ? 2020, c'était les 10 ans du spectacle Pinainei. Toi, Océane, tu as assisté à ce spectacle, donc tu sais comment c'est beau. Donc, c'était la célébration des 10 ans. C'était 2020 également la célébration des 20 ans de Litera Maui, qui est un des membres de l'association, qui est donc cette revue littéraire. Et c'était également les 30 ans d'Au Vent des Îles. Mais voilà, ces 3 anniversaires, ils vont se tenir en numérique. Des éditions, Christian, qui dépassent les frontières de Tahiti et qui permettent aux livres de tout le Pacifique d'être lus dans le monde entier. C'est aussi votre objectif ? Très vite, derrière, on a commencé un travail de traduction de textes océaniens anglophones avec d'immenses auteurs océaniens. Je pense à Witi Maira, je pense à Patricia Grace, à Albert Wendt, et voilà, quoi. Chemin faisant, on a construit un catalogue qui est aujourd'hui le plus gros catalogue qui existe de littérature océanienne et qui regroupe
tous les grands auteurs de cet espace immense qu'est le Pacifique Sud. Christian, est-ce qu'il y a un livre qui vous aura particulièrement marqué durant ces 30 ans? Tous m'ont marqué, évidemment. Si je devais, mais évidemment, ce n'est pas un classement d'ordre de préférence. Mais un livre qui m'a marqué un peu plus que les autres, c'est peut-être Maïba de Russell Souaba, parce que c'est d'abord le premier texte papou jamais publié en langue française, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est un imaginaire tellement loin de celui de l'Occident, parce que la Papouasie est un pays, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon, est un pays tellement singulier. Donc voilà, si un texte m'avait marqué, je pense que je dirais Maïba, mais une fois de plus, c'est pas du tout un ordre de préférence. On a de très beaux textes de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de Witi, de Patricia, d'Albert. Et dernière question, Christian, finalement, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je suis en train de terminer la lecture d'un texte d'une hawaïenne dont j'ai pas de représentant au catalogue pour l'instant, et là on a trouvé un livre qui sont de longues nouvelles que je suis en train de terminer, qui sont formidables, et je suis très content d'ajouter à ce catalogue un texte d'une auteure hawaïenne. Merci en tout cas Christian d'avoir répondu à nos questions. Et puis bon salon quand même si c'est un salon hyper connecté. Voilà, ce sera un salon très connecté. Merci à toi Océane et à vous Calédoniens. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Jean-Victor et je suis passionné de lecture. Je mets en lien des livres que j'apprécie sur ma chaîne YouTube La Croisée des Livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aventure au travers de deux auteurs. Mike Horn, explorateur et aventurier du XXIe siècle, a réalisé de nombreux exploits dont certains ont été retranscrits au travers ses romans. Parmi eux, Vouloir toucher les étoiles, Aventurier de l'extrême, Libre, L'Antarctique, Le rêve d'une vie, et deux dont je vais vous parler, Latitude Zéro et Objectif Pôle Nord de nuit. Le deuxième roman de Mike Horn, Objectif Pôle Nord de nuit, est très captivant par le milieu hostile dans lequel se déroule la banquise. Le paysage est toujours le même, mais le récit est dynamique et plein d'action. Pas de doute, cet auteur a vraiment su me faire vivre la grande aventure à ses côtés là encore. Tu vois, c'est ça que je trouve dingue avec les livres. Même quand c'est fictif, tu te prends au jeu, tu as peur avec eux, tu trembles et tu espères. Et puis quand c'est fini, tu fermes le livre et tu vas prendre un petit goûter. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors, en ce moment, je lis Percy Jackson. Dans ces séries, il y a 7 tomes, dont 4 qui suivent la même histoire et 2 autres qui parlent des dieux grecs et des héros grecs. Et avant, je passais presque tout mon temps sur mes écrans. Maintenant, dès que je vais à l'école, mes amis, ils me demandent pourquoi je joue plus à Fortnite, je pense que vous connaissez. C'est parce que je suis passionnée par ça. Alors, si je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que je vous invite à le découvrir, parce que ce livre est vraiment génial. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Île sur un horizon de parole ». C'est un petit cadeau que m'a fait un grand frère qui s'appelle Winiko Yage. Voilà, et là je suis sur le chapitre 2. En ce moment, je lis pas de livres en particulier, je lis beaucoup des articles sur les réseaux sociaux concernant le référendum ou alors tout ce qui est actualité en Nouvelle-Calédonie, politique, etc. Ça permet de m'inspirer pour mes sketchs. Mais sinon, en termes de livres, moi je suis plutôt axé sur des essais philosophiques, style Zarathustra de Nietzsche ou des trucs comme Freud, etc. Donc, je lis un livre actuellement d'Idriss Aberkan qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». C'est un traité de neurosciences pour changer l'école et la société. Je viens de finir le livre d'Isa Juana, Kirinata et Doka. J'ai aussi lu une fable, Les guerriers du Pacifique. Je suis en train de lire Lévi-Strauss, mais bon, ça fait un bail que je traîne là-dessus, parce que moi, c'est pour mieux comprendre
les grands sujets mondiaux à travers le monde, notamment sur le racisme et autres. Mais moi, ce qui m'importe le plus à travers Lévi-Strauss, c'est cette part. Je suis toujours à la quête de cette part d'universel qu'ont les peuples premiers dans toute leur civilisation, qu'on peut partager à l'autre. Nous avons pris conscience de notre erreur et continuer ainsi nous entraîne droit dans le mur. L'effondrement du monde tel que nous le connaissons a bel et bien commencé. Nous avons décidé de prendre les devants de notre responsabilité en posant des actes directs. Nous déclarons l'état d'urgence humaine et écologique, fini les vagues promesses, les faux espoirs, entrant concrètement dans la transition afin de créer un nouveau modèle sociétal. Notre objectif commun désormais est d'exprimer pleinement notre humanité. Ceci est un extrait du tome 2 de la saga Big Bang, écrite et imaginée par Sari Weddin. Vous en avez certainement entendu parler. Le tome 1 est paru en 2017. Auteur engagé pour repenser la Calédonie de demain, vous découvrirez ce personnage atypique dans la tête de Sari Weddin. Et c'est tout de suite. Qui suis-je ? Je suis un enfant du pays né à Nouméa en 1977. L'école a été pour moi une véritable épreuve, car j'étais introverti, trop rêveur, pas assez pragmatique. La vie m'a ensuite amené à faire des sports de combat en compétition à haut niveau, ce qui a développé ma détermination. Avec le temps, ma timidité s'est envolée et je continue de rêver en grand. Audacieux, j'adore tester de nouveaux concepts et de nouvelles voies, tout en cherchant à faire différemment des autres. Rieur et assez empathique, j'évite d'être catégorique dans mes propos, ce qui n'est pas toujours évident. Je fais de mon mieux pour accueillir les opinions, les expériences telles qu'elles sont. Par exemple, quand je suis face à un refus ou à un oubli de remerciement, je me dis que c'est la vie qui en a décidé ainsi et que cela a un sens. Cela m'aide à mieux gérer mes émotions et m'épargne des stress inutiles. Libre penseur, j'aime dire que les croyances philosophiques, scientifiques ou religieuses d'hier étaient tout autres que celles d'aujourd'hui. Et demain, il est probable qu'elles soient bien différentes. J'ai confiance en la vie qui guide mes actions. J'ai aussi la conviction profonde que l'être humain fait partie d'un processus d'évolution de la conscience. Je reste persuadé qu'un jour, nous finirons par devenir des êtres très éveillés en possession de notre plein pouvoir créateur. Pour moi, la nature est puissante et cherche à inculquer des concepts aux enfants que nous sommes. Enfants qui font des bêtises avant de devenir des adultes. Apprenti écrivain et visionnaire, j'expérimente avec plus de 40 partenaires la co-création littéraire. Ensemble, nous émettons des hypothèses en imaginant les futurs possibles de la Nouvelle-Calédonie dans la transition écologique et humaine. C'est suite à la réalisation du tome 1 d'une saga philosophique appelée Big Bang que j'ai imaginé le concept 3 générations santé NC. Un concept qui invite la population du pays à penser la Nouvelle-Calédonie sur 75 ans. Utopique à ses débuts, ce projet commence à intéresser de plus en plus d'acteurs de la société civile, tout comme les institutions du pays. Si nous voulons changer notre monde dans la bienveillance des uns et des autres, soyons nous-mêmes le changement. Ne ratez pas la sortie prochaine du tome 2 de la saga Big Bang, je compte sur vous. Après le personnage de Sari Weddin, voici maintenant un personnage que vous avez appris à connaître, Cathy Manet, qui vous présente les dernières sorties littéraires du Pacifique. À toi, Cathy. Les nouveautés en littérature du Pacifique, elles sont nombreuses et de qualité. Alors, pour les fans de Teiroa, je vous présente Aventurier dans l'âme. Alors, on va tout savoir ce Teiroa. Pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est le héros de Koh-Lanta, qui est également un fameux cuisinier. Tout à fait un autre genre, Sia Figel, qui est une auteure de Samoa, très connue. C'est une vraie personnalité, c'est une femme très grande, très imposante et qui a une écriture tout à fait particulière où elle va parler de tabous, notamment de sexualité. Ce qui n'est pas toujours facile dans les milieux océaniens, mais c'est un véritable hymne à l'amour en fait. Alors, mon auteur fétiche, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Witi Imahira, un auteur maori, qui avait fait sortir déjà ça en début d'année, Faux Semblant. C'est l'histoire d'une femme maori qui est guérisseuse
Donc on va suivre son périple depuis toute petite où elle prend son enseignement auprès de son papa. Elle doit soigner une femme pour quelque chose d'un peu particulier, délicat. Et c'est vraiment, ça se lit très bien, on est pris du début à la fin, enfin vraiment je recommande. Et donc le Patriarche, c'est la réédition du Boulibacha, le roi des Gitans, qui était paru initialement en 1994 et qui a fait l'objet d'un film, Mahana, que peut-être certains ont vu. On reconnaît ici le visage du Patriarche. Alors c'est une saga familiale maori dans les années 50, dans un milieu rural. Et c'est dans le clan Mahana, il y a 3 générations qui s'affrontent. C'est un roman maori, mais universel aussi, puisque ça va parler à de nombreuses personnes qui sont confrontées à ce conflit de génération. Je voulais faire un petit clin d'œil à Patrice Guirao. Alors ce roman ne prend pas place en Océanie ni dans le Pacifique, mais c'est un auteur de polar qui monte. Il s'est fait connaître par cette série de polars pacifiques dont le héros est Al Dorsey, un détective qui exerce à Tahiti, à qui il arrive plein d'aventures. Donc gros succès. Ça a été repris en livre de poche, donc voilà, c'est pas rien quand même. Et donc il a sorti ce roman-là, Main de glace, qui est un thriller vraiment haletant. Encore une fois, ça ne se passe pas en Océanie, mais pour les amateurs de thriller, je recommande. Mon coup de cœur actuel, c'est Blackbird de Jacques-Olivier Trompa. Alors on a connu Jacques-Olivier Trompa à travers son premier roman, Au pays des bornes, qu'on avait d'ailleurs présenté ensemble, et qui était une vraie plongée dans l'âme calédonienne. Cette fois-ci, l'auteur nous transporte aux Nouvelles Hébrides, au temps du blackbirding. Le blackbirding, c'était... alors il y avait des aventuriers qui sillonnaient le Pacifique au XIXe siècle pour recruter de force et séquestrer des indigènes. Alors ces personnages vont s'entrecroiser, on fait un voyage dans le temps, dans le Pacifique, à cette époque un peu noire du blackbirding. Ce n'est pas un roman historique, c'est vraiment de la fiction, mais qui se passe pendant cet épisode-là. On apprend plein de choses sur le Vanuatu, sur cette époque, et c'est très très bien écrit, encore une fois. Et on continue de vous faire voyager pour cette fin d'émission avec le spectacle Pinainei, un spectacle magnifique qui allie la littérature, le théâtre et la danse et qui a lieu chaque année à Tahiti pour le salon Lire en Polynésie. Merci de votre fidélité et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Enfants et adultes, possiblement contaminés lors des essais atmosphériques de 1966 à 1974. Non, rien de tout ça. Le bidouillage nucléaire français est une plaie béante et purulente qui infecte notre société et notre pays. Les mensonges et le mépris que l'État français nous inflige depuis 53 ans renforcent cette purulence qui mange notre vie dans son ensemble. Nous voici aujourd'hui englués dans des colères, des rancœurs, des haines que nous retournons contre nous-mêmes, piégés par les manipulations de l'État français qui a réussi à faire de nous les complices de ses exactions. Le temps passe, enterrant patiemment les vétérans de Mururoa. Il y a les maladies qui touchent la troisième génération. Une enquête doit être faite pour que l'on sache exactement qu'est-ce qu'il y en est. Parce que les retombées des essais atmosphériques, ça n'a pas seulement touché que les travailleurs de Mururoa. Il y a eu des retombées sur toutes les îles de la Polynésie.